et je vous remercie d'être venu à ce webinaire dans lequel nous parlerons de la meilleure façon d'organiser votre patrimoine. Comment se déroule notre session? Nous avons un temps de présentation et un temps d'échange. Voilà ce que je vous propose. Je vous demanderai d'ailleurs de participer à un moment en utilisant le chat. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le chat et voit comment laisser un message? Par exemple, si vous voulez, tout de suite, vous pouvez dire bonjour pour vous familiariser avec le chat. Et en dehors de ces moments, je vois que vous le faites, vous l'avez respecté. Je vous demande de couper les micros et vous pourrez toujours poser vos questions sur le chat et à l'issue de la présentation, on peut avoir un temps d'échange, bien sûr. Alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes soit sur le départ pour Dubaï, soit déjà résident à Dubaï ou encore vous envisagez de quitter Dubaï. Vous êtes en quelque sorte en transit et vous vous posez des questions et vous avez les mêmes préoccupations quel que soit votre profil actuel. Faire les meilleurs arbitrages pour bénéficier de la meilleure fiscalité possible et augmenter votre patrimoine et celui de vos enfants ou vos éventuels héritiers. Quelles sont les bonnes questions à se poser? La résidence à Dubaï présente des avantages fiscaux indéniables. Ils ont probablement fait partie de votre décision, d'ailleurs, pour y résider. Il faudrait pouvoir en tirer parti pour augmenter son patrimoine. Et la question de vos actifs mobiliers, c'est-à-dire les placements, les comptes en banque, les contrats d'assurance et immobiliers restés en France, reste entière lorsque vous résidez à Dubaï ou lors d'un éventuel retour en France, parce que si vous ne modifiez rien à votre façon de gérer votre patrimoine, vos actifs restés en France continueront d'être taxés comme avant. À l'issue de ce webinaire, j'aimerais vous aider à cerner les impacts de votre résidence à Dubaï sur votre patrimoine, évaluer les risques et les options qui se présentent et évoquer les meilleures décisions à prendre. Voilà un petit peu ce que je vous propose comme programme. Alors, je m'appelle, pour me présenter quand même en 2 mots, ce slide me présente, je suis Gilles Aliel, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine depuis 2005 à Strasbourg. J'interviens également à la fac de droit de Strasbourg en section gestion de patrimoine. Et puis, j'ai choisi ce métier parce que quand je démarre avec un client sur son patrimoine, eh bien, on fait un bilan et puis, année par année, on voit son patrimoine progresser et c'est vraiment très gratifiant parce qu'on peut vraiment mesurer l'impact des conseils et l'enrichissement que le patrimoine connaît. La gestion du patrimoine concerne beaucoup de domaines, hein, aussi bien le droit de la famille, les régimes matrimoniaux, les successions et les donations. Vous en avez une liste non exhaustive sur ce slide. Et puis, avec notre expérience, on essaie de vous préserver des pièges de la finance. Alors, je vous propose des exemples pour essayer à travers ces exercices, de mettre en lumière les principes que nous allons voir. Imaginons des personnages, Léo et Chloé, les 2 premiers sont des résidents français, et les 4 autres, Sarah et Tom, Georges et Rachel, sont des résidents de Dubaï. Donc, les 2 premiers résidents français, les 4 suivants résidents de Dubaï. Alors, peu importe, hein, ils peuvent être célibataires, pacsés, mariés, avec ou sans enfants, ça, c'est pas important. Et puis, le dernier personnage, c'est le gestionnaire de patrimoine. Eh bien, dans les cas suivants, je vous propose de voir 3 cas. Nous allons voir ensemble s'ils sont soumis au droit de succession et si oui, de quel pays ils sont soumis au droit de succession. Alors, premier cas, et je vous propose d'y répondre à travers le chat. Est-ce qu'on est imposable au droit de succession? Et je vous laisse quelques secondes pour y répondre, sachant que Léo, le monsieur, donc, a investi dans de l'immobilier à l'étranger. Je vous rappelle qu'il est résident français. Il a investi dans de l'immobilier à l'étranger, en direct ou dans une société, peu importe. C'est la même chose dans le cas qui nous intéresse. Et puis Chloé, la jeune femme, elle a investi à l'étranger des comptes en banque ou des contrats d'assurance vie. D'après vous, est-ce qu'ils sont susceptibles de payer des impôts en France, des droits de succession? D'ailleurs, ce serait pareil pour les impôts sur le revenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à utiliser le chat pour dire
France ou pas? Je vous laisse 2-3 secondes encore pour y répondre si vous le souhaitez. Est-ce qu'on a des réponses? Oui, il y a Nicolas qui nous a dit oui. Bon, il a bien deviné, hein, Gilles. Effectivement, dès lors que vous êtes résident français, tous les biens immobiliers et mobiliers situés à l'étranger seront soumis au droit de succession français et à l'impôt sur le revenu français également. Deuxième cas, cette fois, nous sommes résidents fiscaux à Dubaï et je possède un bien immobilier ou mobilier en France. Est-ce que je suis soumis au droit d'imposition français? Je vous laisse à nouveau quelques instants de réflexion. Si vous souhaitez répondre, faites-le, n'hésitez pas. Et je réponds, et je vous dis que là encore, en étant résident à l'étranger, mais en ayant des biens situés en France, vous serez soumis à nouveau au régime de droit de succession français. Le fisc français nous aime bien, et dès lors qu'il y a un pied en France, que ce soit les biens ou que ce soit vous qui soyez résident fiscal français, eh bien, on est imposable en France. Troisième cas de figure, troisième exemple, Georges et Rachel résident également à Dubaï et ils ont un bien mobilier, par exemple un contrat d'assurance vie au Luxembourg ou un fonds, un fonds d'investissement. Ça peut être un FID, un fonds interne dédié, c'est une spécificité du Luxembourg. Est-ce que dans ce cas, ils sont soumis au droit de succession de Dubaï ou de la France ou du Luxembourg? Je vous laisse méditer le cas. Et j'y réponds pour vous dire que c'est la meilleure solution puisque le Luxembourg, n'appliquant pas de droit, n'appliquant pas d'impôt, c'est le principe de la transparence. On applique la fiscalité au Luxembourg du pays de résidence. Or, si vous résidez à Dubaï, ce sera la fiscalité de Dubaï qui s'appliquera et donc il n'y aura pas d'impôt. C'est de loin la meilleure solution dans les trois cas qu'on a pu énumérer. C'est juste un passage rapide. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Mais en France, la fiscalité sur les successions est sans doute l'une des plus élevées au monde. Le patrimoine qui a déjà été imposé tout au long de la vie le sera encore à la succession et jusqu'à 45% en ligne directe, c'est le cas le plus favorable, et même 60% à partir du troisième degré de parenté. Bien plus, la loi française oblige de transmettre la plus grande partie de son patrimoine aux enfants et pas à qui on veut. Lorsque vous êtes résident de Dubaï, il est possible de céder son patrimoine non seulement hors impôt, mais hors filiation directe. On transmet à qui on veut. Et à ce sujet, il est fortement recommandé de faire un testament et de le faire enregistrer auprès des autorités locales. Pour nous résumer, voilà un tableau. Quand je suis résident français ou résident de Dubaï et que j'ai des biens à l'étranger quand je suis résident français ou en France quand je suis résident à l'étranger, quel que soit d'ailleurs le pays, pas forcément Dubaï, hein, vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être en Chine ou en Amérique du Sud, peu importe, vous payerez l'impôt français. Si par contre vous êtes au Luxembourg, je viens de vous indiquer que vous allez échapper à l'impôt. Alors, pourquoi j'ai cité le Luxembourg? On va un tout petit peu développer l'impact, en tout cas, de la résidence sur la fiscalité des investissements. Dès lors que l'on réside en France ou que les biens sont situés en France, c'est la loi française qui s'appliquera. Et pour bénéficier des avantages liés à Dubaï sans déposer tout son argent au Moyen-Orient, le Luxembourg me paraît être le meilleur moyen. La France, c'est le paradis des impôts. Je vous apprends rien, la dette française est devenue vraiment problématique, et c'est à l'ordre du jour de toutes les informations actuellement, et l'inflation est forte. Donc, les solutions franco-françaises sont à écarter pour protéger son patrimoine quand on se rend dans un pays comme Dubaï. Dubaï présente des avantages fiscaux évidents, hein, tels que l'absence d'impôt sur le revenu, l'absence de droit de succession, d'impôt sur les plus-values, de droits d'auteur, etc. Vraiment, la fiscalité est très légère. Cependant,
il est sage de gérer son patrimoine avec prudence, en évitant de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a des risques géopolitiques, il y a des risques de change avec le dirham qui nécessitent une réflexion un peu plus approfondie. Pour illustrer mon propos relatif au taux de change entre le dirham et l'euro, voici un historique récent du taux de change. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce récent historique du taux de change. Cela confirme qu'il n'est pas souhaitable de déposer tout son argent dans les banques de Dubaï, même si elles sont sûres, parce que si le taux de change est une réalité et son évolution non maîtrisable, ni à court et a fortiori à moyen ou à long terme, il est donc souhaitable, surtout si vous comptez un jour revenir en Europe, de conserver des actifs en euros dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Voilà mon conseil. Vivre à Dubaï représente donc des avantages fiscaux évidents. Cependant, il est sage de gérer son patrimoine avec prudence. La question cruciale finalement qui se pose maintenant, c'est où investir son argent? À Dubaï, en France, dans un paradis fiscal? Alors que faire? Des investissements français parce que vous avez déjà acquis et probablement constitué un patrimoine. Conserver des capitaux en Europe semble être une stratégie judicieuse, mais en évitant toutefois les pays fortement taxés comme la France. Vous allez partir un certain temps à Dubaï, eh bien, de laisser son argent en France, il va être grignoté progressivement par les impôts alors que l'on pourrait y échapper. L'ensemble des comptes et livrets bancaires peuvent être conservés, il n'y a pas de problème quand vous habitez à l'étranger, mais ils présentent peu d'intérêt. Idem pour les PEA, les PER. Pas de restrictions non plus pour les placements immobiliers indirects, tels que les FCPI, les SCPI, les OPCI, etc. Les contrats d'assurance vie peuvent également être conservés, mais ils vont devenir lourds à gérer. Il faudra produire des CERFA, des formulaires de non-résident fiscal, les souscriptions, voire même les reversements seront problématiques et risquent même d'être refusés dans certains cas. Donc, pour bénéficier des avantages fiscaux de la résidence à Dubaï tout en maîtrisant les risques fiscaux, la mise en place d'un mix produit avec des contrats d'assurance vie luxembourgeois est recommandée. Il vaut mieux couper vos investissements avec la France, d'autant que, je vais vous le montrer dans un instant, vos investissements, pour vos investissements, le Luxembourg est mieux adapté. Gilles, Je excuse-moi de développe. t'interrompre. Il y a une question pertinente, à mon avis, pour tout le monde. Il y a Blandine qui demande, pour une personne qui résiderait en France et qui domicilie ses investissements au Luxembourg. Cette personne a aussi, elle a un bien à Dubaï. Elle revend son bien situé à Dubaï. Peut-elle déposer son argent sur le compte du Luxembourg sans être imposée? Oui, dès lors que je suis en mesure de justifier l'origine des fonds, l'établissement financier luxembourgeois accepte les capitaux. Là, on peut pas d'argent sale. Donc, si j'ai un acte de vente en bonne et due forme qui justifie la somme que je veux déposer, il n'y a pas de problème pour le déposer dans une banque au Luxembourg ou dans une compagnie d'assurance. C'est Attention, la l'origine question des qu'elle fonds. pose est différente. Elle pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'imposition en France. En étant résident français, Blandine, on parle d'une personne qui est résidente française, c'est ça? Oui. eh bien, ce sera la règle de l'imposition française qui s'appliquera. Dubaï n'appliquera pas d'imposition puisqu'il n'y a pas d'impôt plus-value. Par contre, comme vous êtes censé, en étant résident français, déclarer votre patrimoine immobilier mondial, lorsque vous ferez une cession à Dubaï, vous pourrez déduire l'impôt que vous n'avez pas eu à payer de Dubaï et vous acquitterez l'impôt que vous auriez eu à payer en France dans les mêmes circonstances. D'où l'intérêt, c'est ce que justement je vais développer à l'instant. La résidence fiscale dépend du lieu où on habite, bien sûr, mais aussi de la durée du séjour en France, du centre d'intérêt économique, c'est-à-dire de l'endroit où l'on gagne le plus d'argent, ou encore de l'endroit où se trouve le pouvoir de vos intérêts économiques. Donc, si Blandine est résidente française parce qu'elle y habite ou qu'elle y a le centre de ses intérêts économiques, eh bien, les biens que vous avez à l'étranger, c'était le premier exemple que l'on a vu tout à l'heure, seront imposables en France. Si vous souhaitez être considéré comme résident de Dubaï ou des Émirats
il faudra d'abord s'assurer, si c'est possible, au regard de votre patrimoine et de vos revenus. Ça sert à rien d'aller à Dubaï et de garder tous vos actifs en France. Vous allez continuer d'être taxé comme avant, c'est ce que je vous disais en démarrant. Pour simplifier, il faudrait qu'il n'y ait pas de foyer d'habitation en France. C'est la solution idéale pour ne pas être taxable en France. Garder son domicile français, c'est perdre d'abord l'exonération d'impôt sur la plus-value de votre résidence principale, si vous avez gardé votre résidence principale. Comme vous habitez à l'étranger, ça n'est plus votre résidence principale, vous n'êtes plus exonéré et vous allez devoir payer l'impôt de la plus-value immobilière. L'IR, l'impôt sur le revenu, si vous préférez. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Les droits de succession restent actifs pour le patrimoine immobilier resté en France. La majoration des taxes foncières de 40% pour les résidences secondaires. Donc, non seulement vous perdez l'exonération de la résidence principale, mais elle devient une résidence secondaire et la taxe foncière sera augmentée de 40%. Et puis, vous perdez la suppression de la taxe d'habitation qui vient d'être supprimée et qui, au contraire, dans certaines villes, va augmenter jusqu'à 60% puisque vous êtes résident étranger et vous allez garder un bien immobilier en France non occupé. Pour conclure ma recommandation, le CGP, c'est le gestionnaire de patrimoine. Il va porter une attention particulière au sort du patrimoine existant en France qui nécessite nécessairement des ajustements pour éviter les taxes habituelles. Il faudra donc s'organiser pour ne plus être fiscalisé en France, soit en vendant ses biens immobiliers, soit en les mettant en location, mais surtout pas les laisser comme ça à vide en attendant de pouvoir revenir quand ça vous arrange. Si vous faites ça, le fisc français considère que vous restez résident fiscal français. Si on souhaite quand même investir dans l'immobilier, privilégier les investissements immobiliers indirects, comme les SCPI, et là vous avez les mêmes avantages que l'immobilier, mais c'est sous l'angle financier et ça n'est pas de l'immobilier détenu en direct. Alors, j'évoque beaucoup le Luxembourg. Eh bien, d'une part, parce que le Luxembourg, dans les 3 agences de notation principales, a la note maximum, ce qui n'est pas le cas de la France, ni d'ailleurs le cas de Dubaï. Et sans rentrer dans le détail de tous ces chiffres, on peut voir ici que le Luxembourg a pratiquement le quart de la dette de la France en 2022. Je n'ai pas encore les chiffres de 2023. Par habitant, c'est nettement moins aussi. Un habitant luxembourgeois est nettement moins endetté qu'un habitant français. Pour l'anecdote, sachez que j'ai un enfant qui réside au Luxembourg et il a été surpris de voir que après avoir payé ses impôts en 2022, l'année dernière, le Luxembourg a perçu trop d'impôts et lui a restitué une partie de l'impôt qu'il avait payé sur son revenu. Donc, le PIB par habitant est 3 fois moins important que celui de la France. 3 fois plus important que celui de la France. Le salaire moyen est presque au double du salaire moyen français. Toutes ces statistiques montrent à quel point le Luxembourg est en bonne santé et qu'on peut y mettre son argent en toute confiance. Le Luxembourg bénéficie d'une économie solide, largement soutenue par son secteur financier performant. Ce succès repose notamment grâce au triangle de sécurité qui est matérialisé là sur cette photo et qui sécurise les assurances-vie luxembourgeoises. Alors, je dis quand même 2 mots sur ce triangle parce qu'on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément ce que ça signifie. Il se distingue par sa grande sécurité et sa grande transparence envers les souscripteurs. La réglementation luxembourgeoise requiert la signature d'une convention tripartite, d'où le mot triangle, formée par la compagnie d'assurance, la banque dépositaire et l'autorité de contrôle des assurances qu'on appelle le commissariat aux assurances. Et ça crée le triangle de sécurité. L'avantage majeur réside dans le fait que l'argent déposé n'est pas physiquement détenu par l'assureur, mais par une banque dépositaire. Ainsi, les avoirs de l'assuré restent protégés. Ce contrat est considéré comme le plus sécurisé d'Europe, surpassant même d'ailleurs la Suisse, grâce à cette répartition qui garantit les avoirs du souscripteur. De plus, alors, il y a ce qu'on appelle le super privilège qui accorde aux bénéficiaires une priorité absolue sur tous les autres créanciers de la compagnie d'assurance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'en France,
si une compagnie d'assurance a des difficultés, eh bien, d'abord, l'État se sert, ensuite les salariés, qui sont prioritaires, bien avant les clients assurés. Au Luxembourg, non seulement l'argent n'est pas dans la compagnie, mais elle est dans une banque dépositaire et le client est privilégié, c'est lui qu'on sert en premier. Donc, c'est un régime de protection unique. Devenir résident à Dubaï tout en conservant ses actifs en France est contre-productif. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois fonctionne de manière similaire au contrat français. Il s'adapte juridiquement et fiscalement au pays de résidence du souscripteur. Lors d'un retrait, c'est la fiscalité du pays de résidence qui s'applique. Et donc, si je réside à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Si vous décidez, par exemple, de prendre des revenus complémentaires réguliers de votre contrat d'assurance vie luxembourgeois, comme ils ne viennent pas de France, mais du Luxembourg, ils échapperont à l'impôt. J'espère que l'objectif de ce webinaire est atteint. On vient de voir que si le patrimoine resté en France demeure important, cela risque de compromettre les avantages que vous souhaitiez trouver en devenant résident de Dubaï. J'essaye de vous proposer des solutions en privilégiant le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors, pour résumer, pour les raisons évoquées dans cette présentation, Dubaï est une destination très prisée. Les particuliers, les entrepreneurs arrivent dans un pays où le soleil brille, où les affaires sont prospères. Les autorités font ce qu'elles peuvent pour séduire l'installation des Occidentaux. Il suffit d'y résider pour bénéficier des avantages que l'on a passés en revue. Il dure aussi longtemps qu'on y réside. Il y a déjà une belle communauté française et bien organisée à Dubaï. Cependant, votre patrimoine, euh, si vous avez des contrats d'assurance vie français, ils ne sont pas adaptés à la situation d'un expatrié. Ils ne permettent pas de jouir des avantages que procure la résidence à Dubaï. Le Luxembourg est une destination idéale pour vos capitaux. D'ailleurs, même si vous ne partez pas, ça reste une destination idéale. Voilà, si on a le temps de poser quelques questions, je suis à votre disposition.